Bonsoir tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Alors nous allons commencer, j'ai lancé l'enregistrement. Euh, donc comme vous pouvez le voir, vos caméras et vos micros sont coupés puisque vous êtes très nombreux et que nous sommes quatre à prendre la parole ce soir. Donc pour éviter des problèmes de connexion et des problèmes de bruit, j'ai coupé donc vos micros et vos caméras. Mais vous pouvez tout à fait réagir dans le chat, vous êtes même encouragés à le faire. Donc, bienvenue à cette découverte organisée par Non-Violence 21. Je suis Juliette, je suis chargée de communication événementielle de cette association. Donc, on sera ensemble de 18h à 19h15 pour parler d'antifascisme non violent. Comme je l'ai écrit dans le chat, donc il va donc y avoir une première introduction par moi-même et ensuite chaque invité, donc les trois personnes ayant leur caméra allumée, va parler à peu près une dizaine de minutes. Ensuite, il y aura un temps de questions. Donc, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je les partagerai directement à nos invités. Donc, pour présenter très rapidement Non-Violence 21 pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas. On est une association donc créée en 2001 et qui s'est donnée comme mission de promouvoir la non-violence dans toute sa force et sa radicalité. À l'heure d'aujourd'hui, on rassemble donc 20 organisations non violentes en France qui ont pour objectif d'unir leurs voix et leurs actions pour amplifier l'impact de la non-violence dans la société de manière générale. On organise notamment un festival au mois de novembre qui s'appelle le Festival des 21 heures de la non-violence. On coordonne la tenue d'un stand à la fête de l'humanité avec nos organisations membres et on organise ce type de webinaire sur des thématiques d'actualité. Et l'une de nos missions principales depuis le départ est de financer des projets liés aux différentes facettes de la non-violence, que ce soit l'intervention civile de paix, l'éducation, la communication ou la désobéissance civile non violente. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'antifascisme non violent, sujet d'actualité très fort, puisque les présidentielles sont dans moins d'un an. Cette télécauserie fait suite donc à la publication par Non-Violence 21 d'un texte intitulé Résister sans haïr pour un antifascisme non violent, qui a donc été validé par les organisations membres de Non-Violence 21 à la fin de l'année 2025. Et suite à la publication de ce texte, donc la revue Silence a publié un dossier sur cette même thématique intitulé Les résistances non violentes face à l'extrême droite. Et de son côté, le média trimestriel La Brèche a publié un article dessiné en partenariat avec Non-Violence 21 dans son dernier numéro. Et je laisserai donc Guillaume et Clément vous les présenter plus précisément. Donc, pour vous en dire un peu plus sur ce texte donc, écrit à l'automne 2025, on avait pour objectif donc, de définir ce qu'était l'antifascisme non violent. Comme c'est donc écrit dans le texte que je vous partage dès maintenant, l'antifascisme non violent est donc une forme de résistance au fascisme qui refuse de reproduire les logiques de haine et de domination qu'elle combat. Et dans ce texte, on présente donc les principes de cet antifascisme qui sont à la fois éthiques, stratégiques et politiques. D'une certaine manière, donc on essaye d'élargir ce que l'antifascisme peut, euh, en tout cas l'image qu'on se fait de l'antifascisme est plus large que celle qu'on s'en fait et qui souvent s'arrête à celle de l'autodéfense, mais on en parlera plus longuement avec nos invités. On montre donc dans ce texte que qu'il y a de nombreuses formes de résister à l'extrême droite à l'heure actuelle, qui sont déjà très courantes dans notre société, qui sont peut-être moins visibles dans le débat médiatique et politique. On pourrait parler d'éducation populaire, d'observatoire citoyen, d'action de désobéissance civile, du réseau de solidarité et bien d'autres. Donc, Non-Violence 21, avec ce texte, pour ne pas parler trop longtemps, a en fait voulu montrer que la lutte contre les idées d'extrême droite peut être plurielle, inclusive, solidaire
et qu'elle permet à la fois la défense de la démocratie tout en imaginant des alternatives dans une période où tout le débat médiatique et politique est peut-être pas en cette faveur. Donc, c'est aussi ce texte est également un appel à projet pour les organisations qui souhaiteraient affirmer une position antifasciste et non violente. Voilà, donc ça rejoint les deux missions principales de Non-Violence 21, donc la promotion d'une culture non violente et le financement de projets non violents. Donc, pour ne pas parler trop longtemps toute seule, je vais laisser la parole rapidement à nos invités que je vous présente plus brièvement. Ils le feront mieux que moi. Donc, on a Clément Goutel, le rédacteur en chef de La Brèche et auteur des articles dessinés en partenariat avec Non-Violence 21, qui va parler en premier. Ensuite, on a Guillaume Gamblin, journaliste de la revue Silence et coordinateur du dossier que j'ai cité précédemment, Les résistances non violentes face à l'extrême droite, qui a été publié en avril 2026. Et Guy, porte-parole d'Action Justice Climat Lyon, donc organisation écologiste, mais qui est engagée dans la lutte contre la montée des groupuscules d'extrême droite à Lyon. Voilà, je laisse donc Clément prendre la parole. Oui, bonjour à tous. Merci Juliette. Donc déjà, je voulais vous donner un petit peu le contexte. Donc, je suis rédacteur en chef de La Brèche et cofondateur. Et ça fait donc depuis 2 numéros qu'on a un partenariat avec Non-Violence 21, où on fait donc dans le dernier numéro, on a fait un article dessiné. Mais d'abord, je vais vous expliquer ce qu'est La Brèche. Donc, c'est un journal libre et indépendant, donc bien sûr sans actionnaire ni publicité, qu'on a créé il y a plus de 3 ans. C'est un journal d'enquête, analyse, reportage. On traite de 3 thématiques fortes, la santé, l'environnement et l'impact de la technologie. On défend le papier avec un slogan, parce que pour nous, avec l'écran, on passe le temps et avec le papier, on prend le temps. Et le papier distribué chez le marchand de journaux, nous, on est en kiosque dans toute la France. Et, parce qu'on a cette volonté de toucher monsieur et madame tout le monde. Quelqu'un qui ne se connecterait jamais, par exemple, à cette télécauserie et qui n'aurait aucune chance de tomber sur La Brèche et sur un sujet comme la non-violence. Et voilà, c'est tout l'objectif d'essayer d'émerger chez les marchands de journaux. Et c'est justement notre volonté, c'est de faire émerger des contre-récits dans le débat public. C'est le cas avec la santé ou l'environnement, par exemple. La chimie n'est pas indispensable. Dans la technologie, c'est un autre horizon est possible que le technosolutionnisme ou le tout numérique qu'on nous propose. Et puis, donc, depuis 2 numéros, on a une nouvelle thématique, c'est de faire émerger la non-violence, ou en tout cas de lui donner une place dans les kiosques. Parce que, en fait, c'est parti du printemps 2025 où on s'est rendu compte que la place de la non-violence dans le débat public était pratiquement inexistante. Dans les grands médias, on n'entend pas. Et justement, un lecteur, vu qu'on propose du papier, il y a beaucoup de lecteurs qui nous écrivent, et lectrices. Et là, un lecteur nous écrit en nous disant « Je suis antimilitariste depuis les années 70, je suis pacifiste, je suis militant écologiste depuis ces années-là, et aujourd'hui, je me pose la question, en entendant les infos, comment je peux être encore militariste aujourd'hui ? Quels arguments vous me donneriez ?» Et donc, on s'est penché là-dessus, et en septembre 2025, en réponse, on a publié un article qui se nommait « Face à la dictature de l'émotion, le difficile combat antimilitariste ». Dedans, on a fait intervenir l'Observatoire des armements et la philosophe belge Déborah Breteau, d'où je vous conseille l'ouvrage « Les déserts guerriers de la modernité ». Et en fait, elle fait remarquer que les reproches adressés aux antimilitaristes consistent à les accuser d'être dans le déni, à pas regarder les logiques guerrières, les logiques de la guerre qui arrivent en face de l'adversaire finalement, et puis de l'urgence, parce qu'on nous parle toujours de l'urgence de s'armer. Et elle dit que l'argument de l'urgence tient pas parce que les programmes lancés visent le moyen et le long terme, et que finalement, avec ce moyen et long terme, on prépare autre chose qu'une réponse à l'urgence, et que toute l'histoire montre que le militarisme n'est pas la solution pour construire un monde plus sûr. C'est en construisant et en vendant plus de bombes. Ce n'est pas en construisant et en vendant plus de bombes
bien sûr que le monde sera moins exposé à la violence. Et donc, en disant ainsi, bien sûr, ça semble évident. Et c'est pourtant fascinant de voir à quel point c'est occulté aujourd'hui. Et donc, Deborah Brotto dit une perspective anti-guerre n'est pas un déni. Et on pourrait le paraphraser en disant que la perspective anti-violente n'est pas un déni. Et en fait, l'idée a fait son chemin. Et puis, c'est aussi une rencontre qu'on avait fait justement à la fête de l'UMA. On avait rencontré des personnes de non-violence 21 et l'idée a fait son chemin de présenter sous la forme donc d'un article dessiné. C'est un mélange entre un article et une bande dessinée. Parce que l'idée, c'est de toucher un auditoire plus large, trouver une autre narration pour expliquer la non-violence. Donc la première fois, on a parlé sur le premier, c'est donc en mars 2026, dans le numéro 15, le numéro précédent. On a fait un premier article dans lequel on a parlé de la non-violence à travers les militants et les militantes qui sont sous pression et sous répression. On a commencé par l'exemple de Rachel Simon, qui a 23 ans, a été condamnée à 6 mois ferme pour une action avec Dernière Rénovation. Elle avait lancé de la peinture sur une porte de l'Élysée le 8 novembre 2023 à Paris. Et donc le 23 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris l'a condamnée à 6 mois ferme. Et donc voilà, on a contacté Rachel, les avocats, et vraiment l'idée c'est de le traiter de manière journalistique. Et donc Rachel expliquait son ressenti du durcissement de la répression des actions climatiques, et elle s'attendait pas du tout à ces 6 mois fermes, et ça montrait bien que c'est l'action de toutes les surprises voilà, qu'elle a vécues. Et donc, dans le dernier numéro, le sujet du jour, l'antifascisme en quête de non-violence. Et à travers cette quête de non-violence, on évoque le piège de la violence aussi. Voilà, donc on part forcément de la mort du néo-nazi Quentin Derenc, le 14 février dernier, qui a déclenché une séquence médiatique et politique dans laquelle l'extrême droite s'est présentée et a souvent été présentée comme victime structurelle d'une violence antifasciste. Et donc, pour traiter ce sujet-là, on a voulu évoquer à la fois le terrain et la théorie. Et donc, pour la théorie, on a notamment contacté, interviewé Alain Refalo, le rédacteur en chef de la revue Alternative Non Violente et membre du MAN, Mouvement pour une Alternative Non Violente. Voilà, donc dans cet article, il explique que la contre-violence faite à l'extrême droite constitue un piège stratégique majeur. Il pointe cela, et cette contre-violence permet un renversement des perceptions, que l'antifascisme est présenté comme une menace pour l'ordre public, tandis que l'extrême droite se victimise et se banalise. Et la violence valide la lecture du monde des pouvoirs autoritaires et des forces d'extrême droite. Ça valide cette lecture d'une société au bord du chaos, nécessitant ordre et répression. Donc voilà, c'est clairement contre-productif. Et donc, pour combattre efficacement la peur et la polarisation semée par l'extrême droite, Alain Refalo recommande bien sûr la non-violence. Donc, je le cite, hein, il faut refuser le terrain de la peur, qui est celui de l'extrême droite. Cela suppose de reconstruire du commun, retisser des solidarités concrètes, réhabiliter la complexité contre les simplifications identitaires et redonner prise aux citoyens sur leur destin collectif. C'est en réduisant les insécurités réelles, économiques, sociales, culturelles, que l'on désarme les peurs instrumentalisées. La non-violence est une stratégie de résistance active qui vise à désarmer l'adversaire politique, socialement et symboliquement. Et ça, c'est justement le coup de force en fait qu'a réussi Action Justice Climat, qui a organisé une grande manifestation populaire et festive à Lyon le 14 mars pour contrer justement le narratif de l'extrême droite suite à la mort de Quentin Derenc. Et pour ça, on a interviewé dans cet article Sylvine Bouffaron, cofondatrice d'Alterniba
Rhône en 2015, devenu Action Justice Climat, depuis Lyon, pardon. Donc là, ce jour-là, le 14 mars, 12 000 personnes ont marché à Lyon avec et puis une banderole Stop fascisme, l'amour plus fort que la haine a été déployée sur la colline de la Croix-Rousse, un quartier de Lyon. Et donc là, je la cite, hein, nous avons pris de l'espace médiatique et mis en avant les chiffres de la violence de l'extrême droite, qui étaient souvent occultés par les médias à ce moment-là. Nous avons rappelé que nous sommes plus nombreux à défendre l'écologie, l'égalité, à lutter pour nos droits et un monde vivable pour tous qu'à répandre la haine. C'est important de rappeler que nous sommes plus nombreux. Et ça, c'est pas juste Action Justice Climat. Voilà, c'est un travail de longue haleine et collectif, puisque 50 organisations ont été réunies derrière cette grande marche. Ça montre aussi l'importance de fonctionner euh, ensemble sous le format collectif. Euh, donc, Action Justice Climat a démontré que le combat antifasciste n'est jamais perdu d'avance. Ça aussi, c'est important de le rappeler parce que on a l'impression que parfois l'histoire des élections de 2027, elle s'écrit à notre place. Et justement, Sylvine Bouffaron rappelle que le pire est de se dire que le récit est déjà écrit. Il faut continuer de se réunir, s'organiser, se former. Il faut agir car rien n'est écrit pour 2027. C'est clair que la presse indépendante, elle a ce rôle-là. Dans le prochain numéro, on va faire un numéro spécial sur la montée de l'extrême droite dans le monde avec l'international d'extrême droite. On va montrer les différents à travers en fait différents pays d'extrême droite, donc l'Argentine, le Chili, Israël, l'Italie. Une loi, un décret passé qui change le quotidien. Comment en fait l'extrême droite impacte la vie des citoyens. Et puis donc pour revenir donc au sujet de l'antifascisme et de la non-violence, il y avait Alain Ruffalo qui rappelle que la non-violence marche sur une ligne de crête qui doit mener à un horizon positif. L'antifascisme ne peut pas seulement être un refus, il doit être une promesse. Sans horizon désirable, il peine à mobiliser au-delà des cercles déjà convaincus. Là, c'est tout l'intérêt du kiosque à nos yeux. Et quand on touche des lecteurs, lectrices qui nous envoient un courrier en nous disant je vous ai pris par hasard au Super U de Niort, par hasard, je cite, c'est la lecture que j'attendais et je m'abonne, et ben ça, c'est la plus belle des victoires pour nous. Euh, et après, en faisant cet article, en le préparant, je me suis rendu compte d'un point de crispation sur cette question, c'est que sur le terrain, il est difficile d'éviter la violence fasciste, notamment à Lyon, où elle est très présente depuis de nombreuses années dans le Vieux-Lyon. Et en fait, cette violence, comme l'explique Sylvine Bouffaron, sur le terrain, en fait, cette violence est une réalité qu'on connaît bien. Des néo-fascistes sont installés dans le Vieux-Lyon. À Lyon, quand on fait une conférence sur la Palestine, nous avons besoin d'un service de sécurité, sinon on se fait attaquer. On doit défendre nos lieux et nos manifestations, qu'elles soient féministes ou antifascistes. Bien sûr que la violence est un piège, mais dans ce climat, l'autodéfense est indispensable. Et c'est là toute la tension. Et nous, un article dessiné, faut être très concis, et donc c'est compliqué de tout aborder. C'est pour ça que on le traitera peut-être dans un article dessiné complet, parce que là, voilà. Donc, je pense que c'est notamment un sujet que vont développer Guillaume et Tatiana. Voilà pour ma présentation. Je vous remontre, pour ceux qui connaissent pas, malheureusement, pas encore la brèche. Merci beaucoup, Clément. Du coup, Merci à vous. je donne la parole à Guillaume et j'invite du coup les personnes à poser leurs questions dans le chat. Tu dois pouvoir activer ton micro. Ça y est. Oui, bonjour tout le monde et merci à Non-Violence 21 pour cette invitation. Donc moi je suis Guillaume Gamblin, j'interviens donc au nom de la revue Silence. Juste en un mot, Silence c'est une revue papier mensuelle indépendante qui est basée à Lyon mais qui est nationale et dont les 3 sous-titres sont écologie, alternative, non-violence
une écologie au sens très large, qui englobe une écologie sociale, un écoféminisme, une écologie décoloniale, et j'en passe. Les alternatives, parce qu'on a à cœur de mettre en avant des expériences et des initiatives intéressantes qui vont dans un sens différent de l'ordre destructeur que l'on connaît, que ce soit dans l'habitat participatif, l'agroécologie ou encore les éducations alternatives. Et puis la non-violence, parce que c'est un des piliers de la revue Silence depuis le départ, à la fois comme un refus de moyens violents, mais aussi comme une stratégie d'action, euh, comme un éloge de la coopération plutôt que de la compétition, euh, et comme aussi des modes de régulation des conflits du niveau interpersonnel au niveau international. Donc nous avons publié effectivement en avril ce dossier que je montre rapidement, donc qui s'appelait Résistance non violente face à l'extrême droite, avec une botte fasciste qui dérape sur une peau de banane. Et nous achevions ce dossier quand il y a eu les événements dramatiques avec Quentin Durand à Lyon. Euh, alors, pour nous, effectivement, l'antifascisme non violent, c'est une perspective extrêmement importante par souci d'entrer en cohérence entre les moyens que nous employons et les valeurs que nous défendons face à l'extrême droite, les valeurs de démocratie, les valeurs de respect, les valeurs de protection des minorités, etc. Mais c'est aussi le fait de pouvoir employer des stratégies d'action qui n'ont pas peur d'aller vers le rapport de force, vers le conflit, etc. Il y a une phrase qui j'aime bien qui dit que la non-violence, c'est avant tout de refuser de justifier sa propre violence. Donc on n'est pas forcément non-violent parfait, mais on va vraiment refuser d'auto-justifier la violence que nous pourrions générer par nos actions. Alors, je vais juste citer quelques éléments qui sont dans ce dossier et dont nous parlons plus globalement dans le silence, pour dire qu'il y a de nombreuses formes autres que la violence pour résister à l'extrême droite et dont on ne parle pas forcément tous les jours, mais qui sont très présentes et très importantes. Il y a d'abord l'éducation populaire et les médias. Donc, par exemple, dans ce dossier, nous parlons de la ville de Sète, où un collectif de lutte contre l'extrême droite anime une revue qui s'appelle La Vigie, qui fait un suivi très précis du député d'extrême droite locale, qui informe, qui apporte des contre-informations à la propagande. Ce collectif organise aussi des formations pour comprendre comment fonctionne l'extrême droite, et puis organise de nombreux débats publics. De la même manière, à Béziers, dirigé par l'extrême droite, il y a un média, Envie à Béziers, qui a un rôle très important de contre-information. Et au niveau national, il y a par exemple l'Observatoire national de l'extrême droite qui qui documente les faits de l'extrême droite, et puis d'autres médias très engagés sur ces questions-là, comme Street Press par exemple. À un autre niveau, il y a aussi la possibilité de créer des lieux de résistance et d'accueil. Par exemple, à Béziers, ville sous extrême droite, dont nous parlons dans notre dossier, il y a la Cosmopolitech, qui est un lieu culturel et associatif qui permet de vraiment accueillir et faire vivre des idées, des valeurs, des arts qui s'opposent aux idées d'extrême droite, ou encore la CIMAD à Béziers, qui a un lieu d'accueil où l'on enseigne les langues le français, langues étrangères, où l'on fait connaître les droits, etc. Il y a bien sûr les solidarités concrètes qui sont dès aujourd'hui, même si nous ne sommes pas sous un régime estampillé d'extrême droite, mais qui permettent quand même de résister aux politiques anti-immigration et qui violentent les personnes euh, exilées. Donc, par exemple, toutes les associations et les personnes individuelles qui hébergent des gens chez elles, des structures comme la ferme Emmaüs le Maquis dans le Lot-et-Garonne, qui a un accueil inconditionnel de personnes étrangères dans sa ferme.
Une association aussi qui s'appelle Patronne Solidaire, qui régularise les travailleurs et les travailleuses exilés, et puis de nombreuses autres associations comme la CIMAD, SINGA, etc. Il y a aussi des possibilités d'affichage de rue. À Villefranche-sur-Saône, par exemple, il y a un gros problème d'affichage de la part de groupuscules d'extrême droite qui répandent leur idéologie nauséabonde sur les murs de la ville. Et il y a des militants et des militantes non violentes qui viennent décoller ces affiches ou déposer d'autres choses, d'autres messages dessus. Ces militantes se sont fait gravement agresser récemment par des personnes en civil arrivant en voiture armées qui étaient de la BAC et qui les ont blessées, etc. Et suite à cela, il y a eu vraiment une réaction avec une riposte non violente où il y a eu une action publique avec de nombreuses personnes qui ont décollé et recouvert des affiches publiquement devant les médias en demandant à la mairie de se positionner fermement pour ne pas laisser l'espace public ainsi abîmé. Pour rentrer dans le champ plus proprement de la non-violence, on peut parler aussi d'actions de désobéissance civile. Par exemple, à La Roya, il y a eu l'action d'accueil de migrants et migrantes par Cyril Héroux, et donc qui ont créé Emmaüs La Roya. Dans le dossier donc, de silence, nous parlons aussi d'une action syndicale enseignante en Hongrie, sous régime d'extrême droite jusqu'à il y a peu, au moins. Donc le syndicat enseignant Tani Tanek qui a refusé certaines lois liberticides qui attaquaient gravement le droit de grève des enseignants et des enseignantes en Hongrie. Et donc, ces personnes ont refusé de faire des astreintes lors des jours de grève, etc. Et il y a eu une répression très forte. Mais en tout cas, voilà, il y a eu une désobéissance civile qui a pu exister dans un tel régime d'extrême droite, et c'est intéressant à noter. En Allemagne aussi, on connaît assez peu cet exemple, mais il y a un mouvement de résistance antifasciste qui s'appelle Widersetzen, qui a réalisé la plus grande action de blocage antifasciste de l'histoire de ces dernières décennies, en novembre 2025. Des dizaines de milliers de personnes se sont réunies et ont bloqué les routes et les accès pour le congrès de refondation de la section jeunesse de l'AfD, le parti d'extrême droite. Et puis, quelquefois, ces actions empruntent des voies humoristiques, comme de nouveau en Hongrie, on le cite dans notre dossier, la marche grise. C'est-à-dire que au lieu de suite à l'interdiction par le gouvernement de ce qu'on appelle parfois la Gay Pride, des mouvements contestataires ont organisé une Grey Pride, donc une marche de la fierté grise, pour moquer le gouvernement et pour dire que face à cette vision unicolore qu'il voulait, il y avait vraiment un attachement à défendre les droits de toutes les minorités, et notamment de genre. Et puis, il y a la question de se préparer à la venue au pouvoir d'un régime autoritaire ou d'extrême droite. Et donc, pour cela, il y a toutes les ressources que peut apporter la défense civile non violente, qui est un mode d'action et de défense non seulement contre des invasions militaires étrangères, par exemple, ou contre un coup d'État, mais aussi qui apporte énormément de ressources pour pouvoir organiser la défense de la société civile contre un régime qui autoritaire, qui cherche à la museler et à prendre le pouvoir sur celle-ci. Donc, en organisant la société, en créant des réseaux de non-coopération, de solidarité, en cartographiant les ressources, en connaissant ses droits, en organisant le soutien logistique, la sécurité numérique, en se préparant à la répression, etc. Et Silence va continuer à parler de cela en préparation des présidentielles de 2027, et nous allons faire une chronique chaque mois qui tâche de donner des ressources de la défense civile pour se préparer à l'éventuelle venue d'un régime autoritaire, en s'inspirant fortement du manuel publié par le MAN à ce sujet.
Voilà, je vais m'arrêter là pour cette petite présentation. Merci beaucoup, Guillaume. Je laisse la parole à Tatiana. Euh, Normalement, tu peux activer ton micro. Oui, c'est tout bon. Vous m'entendez bien? Parfait. Donc, je fais partie d'Action Justice Climat Lyon. Donc, avant, ça s'appelait, vous connaissez peut-être sous le nom d'Alternativa Rhône. Donc, c'était un groupe local d'Alternativa à Lyon qui est devenu Action Justice Climat Lyon. Et on fait partie de Non-Violence 21. Et donc nous, enfin, l'organisation, on travaille vraiment, on milite au niveau très local. Donc je vais vous parler d'un point de vue vraiment local de Lyon et de ce qu'on a pu faire à Lyon. Euh, donc on a rejoint il y a quelques années, maintenant je pense que ça fait 5 ans, qu'on a rejoint un regroupement d'organisations qui s'appelle Fermo Locofascistes donc qui est un regroupement à la fois de syndicats, d'associations, d'organisations plus libertaires, autonomes, mais aussi de partis. Enfin, c'est très très large. Et donc qui a comme but, d'où son nom, de fermer les locaux fascistes de Lyon. Euh, et donc, via cette organisation qui a des moyens d'action très très variés, parce que le but c'était de tirer toutes les cordes possibles, disons, pour arriver à ce résultat. On a fait à la fois du tractage dans le Vieux-Lyon, donc là où il y avait les locaux. Donc, qui étaient, pour préciser, ces locaux, c'était une salle de boxe et un bar, donc la Traboule et la Gaugée. Donc, le bar qui servait d'endroit pour recruter et la salle de boxe qui servait d'endroit pour s'entraîner pour les agressions après violentes que font toujours, mais que faisaient aussi les gens qui étaient à l'intérieur de ce bar. Et donc, pour faire fermer ces locaux, on a tiré plein de ficelles, de leviers pour faire reconnaître les agressions qu'on connaissait, les politiser, les lier au fait que ce sont des agressions de groupuscules fascistes euh, prévenir, enfin, apporter ces informations-là à la fois à la population autour, faire des manifestations et aussi alerter les forces publiques dirigeantes, que ce soit les mairies, la préfecture, etc., sur ces agressions. Ça fait 2 ans qu'on a réussi à fermer ces locaux. Donc c'est une grosse victoire locale parce que ça a une forte diminution du nombre d'agressions à Lyon. Ça a été très important la différence entre avant la fermeture des locaux, le nombre d'agressions qu'on avait par mois et après la fermeture de ces locaux. Euh, et aussi, c'est une victoire qui est partagée avec un très grand nombre d'organisations dans le milieu lyonnais. Euh, je vais revenir un peu sur les agressions à Lyon, parce que donc c'est un peu un territoire particulier là-dessus, Lyon. C'est assez historique il est appelé comme le laboratoire de l'extrême droite, c'est-à-dire qu'ils viennent tester toutes leurs nouveautés, leurs nouvelles façons de s'organiser, leurs nouvelles revendications sur Lyon. Et c'est historique dans le sens où ça fait des années que ça fonctionne comme ça, que Lyon est qu'un quartier donc du vieux Lyon qui est connu pour euh, avoir ses groupuscules, qui est connu pour avoir des personnalités qui ont des idées importantes là-dessus, et où ce sont des choses qui sont nourries aussi par les présences, par exemple, de l'école de Marion Maréchal Le Pen sur la presqu'île, sur le fait qu'à l'université Lyon 3, il y a eu enfin, il y a eu pendant longtemps des professeurs d'histoire négationnistes. Voilà, des choses comme ça qui ont continué à alimenter ce terreau fasciste lyonnais. Et donc, c'est des groupes qui à la fois développent des pensées et qui vont faire
comment dire, qui vont avoir des grands penseurs de l'extrême droite, mais aussi qui vont ben, se regrouper souvent donc le soir, la nuit, pour aller donc agresser des gens, que ce soit pour des raisons pour des raisons racistes, pour des raisons aussi de genre. Ou simplement parce qu'ils ont vu un pins Che Guevara sur le sac à dos d'une personne. Donc c'est voilà, c'est des grandes sorties des fois très très violentes et en grand nombre. C'est-à-dire qu'ils sortent à 30 voire 50 personnes pour aller taper des gens dans la rue. Nous là-dessus, en tant que orga militante lyonnaise, on a le vrai problème de quand on fait une conférence sur la Palestine, quand on fait une conférence ou quand même on fait une manifestation, notamment par exemple fois des manifestations féministes, euh, on est en danger, on sait qu'on peut se prendre une violence énorme. Et puis, on a des quartiers à Lyon qui nous sont un peu interdits. Le Vieux-Lyon, aller tracter dans le Vieux-Lyon, c'est pas une bonne idée pour des militants lyonnais. Donc ça, c'est très problématique parce que ça met en cause beaucoup de choses de la liberté de militer, de la liberté de donner des informations, de pouvoir voilà, manifester, etc. Donc face à ça, il y a besoin de s'organiser pour rester aussi justement dans des pratiques en fait les plus dissuasives possibles face à des potentielles attaques de l'extrême droite. Ce qu'on met en place, en fait, c'est d'être très solidaire, très ensemble face aux attaques qu'on peut avoir. Pour pas se retrouver à devoir faire, enfin, par exemple, à devoir défendre à trois une salle où il y a des fascistes qui arrivent et du coup, bon, bah, comment on défend une salle à trois devant quand il y a des fascistes, ça paraît très compliqué. Eh ben, c'est une idée de se mettre, de faire groupe, de se rassembler et d'être très solidaire. Donc, on met en place notamment des services d'ordre. Donc, le service d'ordre, l'idée, c'est pas de euh, donner, enfin, de faire un terrain de bagarre et d'annoncer que le service d'ordre comme, voilà, c'est contre ces personnes-là que vous allez vous battre et on est prêt pour la bagarre et voilà. L'idée, c'est souvent le service d'ordre, on le représente avec une ligne, c'est-à-dire qu'on se met en ligne avec du monde derrière, c'est-à-dire que pour une manifestation, par exemple, le service d'ordre va faire une ligne pour protéger la manifestation, pour éviter un mouvement de foule général s'il y a une attaque des fascistes. Et derrière cette ligne, il y a la manifestation qui est aussi, elle, sert avec son nombre et sa masse à dissuader d'attaquer. Et donc l'idée devant une attaque, enfin, les attaques fascistes qu'on a, c'est de dissuader à tout prix l'attaque. Donc de montrer qu'on est organisé, montrer qu'on est solidaire, montrer que on est là et on a envie de faire cette manifestation. Et donc, la façon de faire le service d'ordre, que ce soit avec les syndicats, avec les grandes organisations, etc., est réfléchie pour être très nombreuse, très dissuasive et voilà, montrer notre solidarité face à ça. Ça n'empêche pas toute attaque. Et face aux attaques, notre but, c'est de rester justement dans cette ligne qui ne doit pas céder pour en fait rester compact et de paraître plus dangereux qu'on ne l'est individuellement, quoi, pour empêcher que ça aille trop loin. Euh, Aussi, enfin, donc là, ça, c'est un peu sur justement cette idée d'autodéfense, de besoin de faire ensemble pour pouvoir en fait continuer à militer sur des sujets qui énervent l'extrême droite. Parce que si on ne s'autorise plus à faire de conférences sur la Palestine parce que ça énerve l'extrême droite, c'est un peu embêtant. Voilà. Et donc, autrement que ça, donc enfin, avec ce fait de faire des énormes interorgas qui regroupent beaucoup de gens, d'apprendre aussi ces méthodes, etc., ça permet d'apprendre des différentes organisations, de grands partages de compétences.
Donc à la fois avec des organisations, donc on travaille, enfin, il y a des organisations qui ne se disent pas non violentes avec lesquelles on travaille. Euh, et qui pour autant ne sont pas des organisations qui vont aller se battre dans la rue, chercher les fachos pour aller se battre dans la rue avec elles. Non, l'idée, c'est des organisations qui vont être antifascistes, même si on va pas partager les mêmes modes d'action. On a beaucoup à apprendre d'elles parce que ben, nous, on est une organisation écolo, on connaît pas toute l'histoire de l'extrême droite, on sait pas, il y a plein de choses qu'on sait pas. Donc, on a besoin d'apprendre de ces organisations. Donc, de travailler avec elles, ça nous permet vraiment d'avoir aussi ces compétences qu'on ajoute, voilà, qu'on s'ajoute. Le fait de travailler ensemble sur le service d'ordre, par exemple, ça permet d'avoir une base commune sur laquelle on se met d'accord et sur laquelle on arrive à être solidaire au moment où il arrive quelque chose. Donc, on a des grands besoins communs d'apprendre et puis de pouvoir voilà, réagir ensemble, voir les stratégies qu'on peut mettre ensemble face aux attaques de l'extrême droite. Tout à l'heure, Clément, tu parlais de la marche après l'affaire de Rank. Donc, qu'on a co-organisé donc une grande marche contre l'extrême droite et contre le racisme. Ce qui était important après l'affaire de Rank, c'est qu'à Lyon, on s'est retrouvé avec une marche des fachos qui était qui faisait très très peur. Ils ont fait un appel européen à tous les néo-nazis d'Europe à venir faire une manifestation à Lyon suite à la mort de Quentin de Ranc. Dans ce cadre-là, quand la manif est arrivée, c'était un samedi. Tous les bars associatifs ont fermé les portes, tout le monde est rentré chez soi et enfin, les gens avaient peur de sortir, quoi. C'était vraiment assez impressionnant sur Lyon. Comme ben, voilà, quand l'extrême droite prend la rue, en fait, il y a un moment, s'ils sont 3000 dehors en groupe, on ne peut pas faire grand-chose en face. Il y a eu quelques personnes qui sont allées un peu leur crier ce qu'ils avaient à leur dire, mais c'est quand même pas évident quoi, de se mettre en face d'eux. Et là, ça a été ben, très fort pour nous de pouvoir ressortir après, d'être beaucoup plus nombreux. Voilà, ils étaient 3000, on a été 14 000. Euh, et de montrer que Lyon, c'est pas ça, et que voilà, qu'il y avait vraiment quelque chose à réaffirmer derrière. Mais ça reste quand même pas évident tous les jours de faire face à voilà, une telle capacité de violence et une peur en fait de ce qu'ils peuvent faire quoi, en face et sur nos événements. Voilà. Merci beaucoup, Tatiana. Merci à vous trois pour votre temps de parole. Alors, il n'y a pas pour l'instant de questions dans le chat, donc je vais poser une première question peut-être à Tatiana, qui est plus du coup une question de terrain. On a souvent, je vais essayer de bien la formuler, mais on a souvent l'impression que dans l'antifascisme sur le terrain, il y a une part de peut-être de enfin, du moins dans les médias, on les dessine comme très virilistes et très violents. Donc ça, c'est ce qu'on voit dans les médias. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment c'en est réellement dans la réalité? Est-ce que, euh, enfin voilà, à quoi ça ressemble finalement un antifasciste? Tu as dit qu'effectivement, c'était très, qu'il y avait beaucoup d'organisations, mais qu'on n'en voit peut-être que quelques-unes dans les médias. Quel est toi de ton point de vue, à quoi ressemble finalement cet antifascisme qui est peut-être pas dépeint de manière très réaliste dans les médias? Oui, alors ben, en fait, c'est quand même très différent de ce qui est montré dans les médias. Voilà, enfin, les antifascistes, en fait, c'est des gens qui viennent de plein d'organisations différentes. Donc, par exemple, euh, les services d'ordre de Manif Antifa à Lyon, organisés par Ferme Loco-Fasciste, c'est des services d'ordre qui sont très mixte, notamment parce qu'il y a Solidaire, donc le syndicat Sud Solidaire, qui fait un service d'ordre euh, qui est, euh, qui est très féminin. Il y a aussi Nous Toutes qui font du service d'ordre. Enfin, voilà, il y a des organisations en fait qui font des services d'ordre très très féminins. Il y a aussi une vision du service d'ordre qui est très
qui peut être très viriliste et très, même voire violente dans l'histoire du service d'ordre. Bon, là, il faudrait une formation entière pour parler de l'histoire du service d'ordre, mais ça fait très très longtemps que le fait de protéger, que ce soit protéger des piquets de grève, protéger des événements, des manifestations existe. Et dans l'histoire, les services d'ordre, ça a pu être, enfin, ça a pu être vraiment un truc de gros bras pour, enfin très très viril et voire même ça a été armé quoi. C'est ça a déjà dans l'histoire quand on remonte il y a longtemps, il y a eu des services d'ordre qui ont ressemblé à plein de choses. Après le service d'ordre en fait il est représentatif de l'organisation de l'événement. Donc en fait le service d'ordre est mandaté par les personnes qui organisent l'événement. Donc tout dépend de qui organise l'événement. Mais si c'est des organisations qui ont cette vigilance sur bah, une certaine mixité, l'envie de pas jouer les gros bras, etc. Le service d'ordre va être représentatif de ça. C'est une question de qui organise et comment ça s'organise. Mais clairement, bah, nous, à Lyon, on a cette envie de faire un service d'ordre qui est vraiment en but de dissuasion, qui est pour but aussi euh, baisser baisser tous les risques quand ça monte, quoi, d'aller voir les gens, d'aller parler, de calmer toutes les tensions, etc. Euh, Enfin voilà, c'est pas l'idée n'est pas de jouer les gros bras. Voilà. Euh, du coup, il y avait une question sur les formations. Bah, nous, on se forme donc avec des organisations qui sont déjà là-dedans. Bon, bah, concrètement, aujourd'hui, les organisations quand même qui sont toujours très avancées sur les services d'ordre, les syndicats sont quand même très à la pointe en général. Mais ça dépend après du service d'ordre non violent. Ça dépend de, je pense, quelle organisation fait ça, quelles sont les réflexions qui sont amenées à ça. Euh, je pense que ça dépend des organisations et voilà. De manière générale, il y a quand même des bonnes réflexions, des grosses réflexions qui sont en cours dans beaucoup de mouvements sur une manière de penser le service d'ordre. Dire peut-être compléter en disant que l'un des, l'un des facteurs essentiels d'une mobilisation non violente, c'est la capacité à agréger beaucoup de monde et de nombreuses personnes très différentes dans un événement, dans un mouvement, etc. Et que pour cela, la présence de violence dans les manifestations peut vraiment desservir cet objectif-là, parce que ça peut faire, et à juste titre, fuir des personnes, ça peut faire peur, ça peut, parce que ça peut entraîner une répression accrue sur la manifestation, et que donc il y a vraiment une réflexion à avoir en amont sur les manières, effectivement, sur la violence ou la non-violence que l'on va employer dans une manifestation pour savoir si on veut vraiment pouvoir réunir tout le monde de l'ensemble de la société civile de manière très large dans un mouvement ou si on va vouloir rester entre une minorité de personnes très aguerries et très valides pour faire une avant-garde. Donc, il y a une nouvelle question dans le chat sur alors, comment contrer les publications de l'Observatoire des violences politiques, pardon, qui vise à documenter, entre guillemets, les violences dont les antifas, la gauche et l'extrême gauche sont les auteurs. Alors, personnellement, je ne connais pas très bien ce site, donc si quelqu'un connaît et veut réagir, et a des éléments de réponse sur cette question, je vous laisse réagir. Je ne connais pas ce site non plus, que je découvre en direct, qui a l'air a l'air assez nauséabond. Comment contrer ça, à part justement faire notre travail de notre côté en avançant et en présentant les sujets autrement, je vois pas trop. C'est important de le dénoncer. Je connais pas, mais en tout cas, ça reste intéressant. Je sais pas si vous connaissiez Guillaume et Tatiana.
Non. Ah, Je pense, ouais. vas-y, Fatima. Pas particulièrement, mais je pense que comme, enfin, il y a beaucoup de communication de l'extrême droite qui a une place quand même aujourd'hui assez importante, que ce soit sur les réseaux, que ce soit via des médias même aujourd'hui maintenant, et qui ont, voilà, qui a une grosse force de communication de l'extrême droite de manière générale. Euh, ces informations, bon, il y a, enfin, le fait de pouvoir les contrer, de pouvoir développer un discours ben, plus propre à nous et de développer d'autres discours par rapport à ça, c'est sûr que c'est super important euh, voilà, de dénoncer ce genre de discours. Ouais. Oui, oui, je pense que, enfin, je vous rejoins sur le fait d'essayer en termes de bataille culturelle d'être globalement sur le même terrain, enfin, des médias indépendants qui font toute cette documentation, de les soutenir. Et je retourne perche pour les deux médias qui sont ici, mais de les soutenir les organisations également sur le terrain. Et après, malheureusement, les sites sur les Internet sont difficiles à faire tomber, donc voilà. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions ou d'autres remarques de la part de nos invités. Rajouter un petit mot par rapport à ce ce qu'on vient de dire sur l'Observatoire des violences d'extrême gauche, c'est que je pense que c'est sûr qu'il est important de faire valoir que derrière ces mouvements, il n'y a pas du tout les mêmes idéologies, et c'est important de le dire. D'un côté, il y a une idéologie, pardon, inégalitaire, et de l'autre, il y a des idéologies qui prônent l'égalité, les droits, la défense des droits et de la dignité pour tout le monde. Mais à un moment donné, ce distinguo arrive à ses limites parce que il va y avoir une perception quand même sociale de ces violences, et elles vont forcément prêter le flanc au rejet, à la critique. Donc il faut aussi aller sur le terrain des moyens et pas simplement sur le terrain des valeurs qui les sous-tendent. Alors, merci Guillaume. Excusez-moi. Euh, alors, je crois que Maya voulait réagir, mais je me suis oubliée. Alors, Oui, est-ce que vous effectivement, m'entendez? Ouais. oui, je t'entends. Oui, je vais juste lire ce que j'ai mis dans le chat, hein, quelques pistes. D'abord, ce serait utile de faire une vérification systématique des allégations de cet observatoire. Souvent, ce que j'ai lu, c'est qu'il y a des suppositions qui sont faites avec des éléments qui tendent à faire croire que ces suppositions sont vraies, mais il n'y a aucun moyen de les vérifier. Donc, je pense que la vérification est une première chose. Je dirais aussi une chose, ce que disait Guillaume, quand il y a des violences qui sont faites, y compris par des gens de gauche, il faut les condamner. Voilà, c'est une façon de répondre. Je dirais, puisque eux, ils ont fait un observatoire-violence.fr, faire un observatoire des violences politiques, ça peut être bien, mais faire un observatoire, j'allais dire, qui soit multipartisan, hein, donc proposer à des organes soit neutres, impartiaux, soit des organes de différents partis politiques, de s'organiser pour documenter les violences politiques avec la même méthodologie de tous les partis politiques. Après, on pourra faire le compte. Et enfin, je dirais, parler du positif de la non-violence. Et donc, j'ai bien entendu les exemples qu'a donné Guillaume, dernier numéro de Silence. Documenter ça de façon aussi bien structurée, ces actions non violentes, y compris quand elles sont faites par des mouvements très à droite. Mais bien sûr, les mouvements de gauche, les antifas qui font l'action non violente, l'interposition. Donc, vous connaissez sans doute, hein, le répertoire des 198 méthodes, mais il y en a plus d'actions non violentes. Donc, l'interposition non violente, elle en fait partie. Je pense que c'est peut-être un élément de ce que je voulais dire. Très bien. Merci Maëlle. Guillaume, est-ce que tu souhaites réagir ou est-ce que je réagis? Oui, je voulais juste dire un mot, et déjà commencer par dire que j'ai oublié de dire tout à l'heure que ce dossier de silence
a été financé partiellement avec l'aide de Non-Violence 21, voilà, qui a un rôle précieux pour soutenir ces travaux. Non, ce que je voulais dire, c'était que quand il y a des modalités d'action violente de la part de personnes qui sont plutôt dans notre camp politique, pour moi, l'important, il est moins de condamner que de trouver des alternatives. Parce que la condamnation morale des moyens, je pense il est plus constructif d'essayer de chercher ensemble des alternatives, de voir ensemble si on a épuisé tous les moyens possibles de l'immense répertoire d'actions non violentes avant d'en arriver à ces dernières ressources qu'on on croit être une dernière ressource, mais qui en réalité est pas très efficace, qu'est la violence. Voilà, donc plutôt rechercher ensemble des alternatives plutôt que condamner. Voilà, c'est un petit peu ma manière de voir les choses. Non, tu voulais réagir, je réagirai après. On t'entend pas, non? Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? On t'entend très bien maintenant. Merci. Oui. Oui, bonjour et merci pour l'organisation de ce webinaire. J'avais une question pour Tatiana et Guillaume qui sont à Lyon. Est-ce qu'il y a eu depuis l'affaire Quentin de Ranc des contacts avec la jeune garde? Et est-ce que vous savez, s'il n'y a pas eu de contact, si depuis cette affaire, il y a eu au sein de la jeune garde des réflexions donc on sait que la jeune garde s'est créée aussi notamment pour résister dans le cadre de l'autodéfense justement aux pratiques violentes de l'extrême droite hein, dont Tatiana a parlé tout à l'heure. Et je voulais savoir, dans la mesure où il n'avait sans doute pas une réflexion avancée sur la non-violence, si depuis, à travers des contacts, ils ont pu aussi revisiter un peu leurs pratiques et avancer de leur côté. Je peux répondre sur la jeune garde si tu veux. Euh, En fait, du coup, la jeune garde, elle avait été dissoute avant l'agression, avant l'affaire de Rank. Et suite à, et donc, il y avait un recours. Et donc, suite à l'affaire de Rank, le recours tombait, je crois, 2 semaines après l'affaire. Donc, ils ont perdu le recours. Donc, la jeune garde n'existe plus, en fait, du tout. Et même plus que ça, suite à l'affaire de Rank, premièrement, ils n'existent plus, mais en plus, les anciens militants de la Jeune Garde sont très, très, très surveillés. Enfin, voilà, de manière vraiment. Donc, ils ne militent plus, ils ne peuvent plus se voir, ils n'ont plus de contact les uns avec les autres. Voilà. Donc, il n'y a pas de possibilité de réflexion suite à ça. Et juste pour la création de la Jeune Garde, faut avoir en tête que avant ça, à Lyon, il y a beaucoup de réseaux antifa qui existent avant et qui sont plus des réseaux libertaires autonomes qui faisaient déjà depuis longtemps ce truc enfin plus de comment dire de rue en gros enfin de maintenir la rue aux antifas ou fascistes quelque chose comme ça. La Jeune Garde s'est pas créée dans le but de maintenir la rue aux antifas. Enfin voilà, la Jeune Garde, elle s'est créée en plus de ce qui existait déjà comme mouvement antifa et avec une envie de faire plus de liens avec des, euh, d'autres organisations, que ce soit politiques ou associatives, etc. Donc en fait, c'est une posture très très nouvelle qu'il y avait dans les mouvements antifa, les mouvements qui sont uniquement antifa, je veux dire, d'avoir une vision politique beaucoup moins autonome libertaire, plus voilà de s'inscrire dans un agenda politique et avoir ouais, une vision un peu générale et en lien avec plein d'autres groupes. Voilà.
Et une question, pouvez-vous nous parler des rapports de vos organisations avec la police? Je pense que ça s'adresse, enfin, je vous laisse réagir. Je sais pas si vous, après, vous pouvez parler des médias avec la police, mais je vais commencer avec euh, les organes militantes. Ben, pour le service d'ordre, on a donc enfin, quand on se met ensemble avec toutes nos organisations euh, lyonnaises pour faire des services d'ordre, protéger une manifestation, ça va être faire en sorte aussi, donc éviter les mouvements de foule, éviter que tout le monde se fasse gazer, etc. En fait, ça va être aussi de la protection face aux forces de l'ordre pendant les manifestations assez régulièrement. Cette histoire de ligne qu'on fait pour justement, en fait, voilà, qui est un truc qu'on fait bloc, etc. C'est aussi ce qu'on fait devant les forces de l'ordre. Euh, Ça va être aussi d'arrêter les manifestants et manifestantes avant d'arriver dans les zones où où ils ont gazé, etc., voilà, de préserver au maximum les personnes qui manifestent des violences policières. Euh, Après, bon, c'est pas du tout le même. Enfin, c'est pas le même enfin, la même façon d'agir que face à des fascistes qui attaquent beaucoup plus frontalement, même si les violences policières en manif sont de plus en plus violentes. Euh, voilà, ça reste quand même assez différent la façon de recevoir ces violences. Voilà. Merci. Guillaume, Clément, vous voulez réagir? Peut-être de ce que vous observez dans les organisations que vous... Ok. Clément, tu voulais réagir Non. Ouais, non, nous, on n'a pas eu spécialement de pression ou de lien avec la police. Suite à des articles, on peut avoir des pressions, des courriers recommandés d'avocats pour nous demander de ne pas publier certaines informations. C'est ce qu'on appelle les procès bâillons. Et ça, c'est arrivé notamment dernièrement quand on avait fait un article sur le rôle de la scientologie dans la psychiatrie. Et la scientologie, qui a beaucoup de moyens, nous avait mis une forte pression. Et finalement, on a passé leur lettre de réponse à notre article. Voilà, parce que la presse l'oblige, mais voilà. En tout cas, les liens avec la police, on n'en a pas particulièrement. Et j'ai vu qu'il y avait une question sur comment mobiliser plus, vu que nous sommes 26 là, à la télécauserie. Et ben nous, à part proposer un journal et le diffuser en kiosque et faire notre plus gros moyens pour diffuser notre presse et nos autres récits, je vois pas. Et si des personnes ont aussi des idées pour que la presse comme Silence, comme La Brèche soit plus entendue, plus visible, on prend. Guillaume, vous pouvez répondre à cette question. Ce sera peut-être le mot de la fin. Oui, bah moi, mon mot de la fin, c'est pas sur le rapport à la police, c'est simplement de dire que l'approche non violente, elle nous amène à penser stratégie. Et donc la stratégie, c'est aussi d'essayer d'analyser le rapport de force en cours, l'adversaire, sur quel pilier se repose son pouvoir quand il est au pouvoir, ou se reposent en tout cas les ficelles qui le maintiennent, et voir de quelle manière nous, on peut retirer euh, notre coopération, notre concours à ça, et affaiblir un petit peu ces piliers. Donc il y a vraiment tout un effort de réflexion aussi, une analyse non violente spécifiquement, qui vient accompagner toutes ces actions antifascistes et contre l'extrême droite. Et, voilà. Tatiana. Oui, sur le fait que comment on fait pour que tout le monde puisse se mobiliser, et, enfin avoir plus de monde, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui a en ce moment qui parle de se mobiliser contre l'extrême droite, qui parle de se mobiliser sur l'antifascisme, que ça trotte dans beaucoup de têtes. Et pour ça, il faut qu'on puisse aussi faire des cadres.
sûrs, des cadres où les gens se sentent de venir. Donc c'est important de pouvoir proposer des événements, des manifestations où les gens n'ont pas peur de venir. Et pour ça, c'est important qu'on continue à s'organiser ensemble et voilà, et à faire plein de choses dans ce sens-là. Merci à vous trois d'être d'être venus et de nous avoir partagé vos expériences. Merci à toutes les personnes qui étaient là. On va donc clôturer cette télécauserie. Pour celles et ceux qui sont arrivés en retard, le, l'échange est enregistré, donc sera posté sur la chaîne YouTube de Confiance 21 en fin de semaine. Donc vous pourrez rattraper. Euh, je vous ai mis alors, depuis le début, donc pas sur la fin du chat, mais les liens vers pour soutenir la Brèche Silence et Action Justice Climat Lyon. Donc voilà, n'hésitez pas à les soutenir. On sait que les organisations et les médias indépendants ont besoin d'aide en ce moment. Évidemment, vous pouvez également soutenir Non-Violence 21. Voilà, je clôture ce chat. Merci à Clément, Anna et Guillaume de vous être libérés ce soir pour cet échange en début de ces grandes vacances. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci à tous. Merci.